Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. L'année 2024 a vu apparaître le RAG et être plébiscité par plein de gens comme étant l'usage majeur de l'IA générative. Et on voulait revenir un petit peu là-dessus et se demander finalement si en 2025 le RAG était toujours d'actualité. Alors, je suis accompagné de mes fidèles co-animateurs. Salut Nicolas, comment ça va ? Bonjour à tous, écoute, ça va bien. Je fais du data engineering sous LibreOffice, donc apparemment je vous ai beaucoup déçu, mais c'est pas grave. Tout ça, tu es toujours CTO et CIO de Flovea. De Flovea, c'est ça. Et je déploie des Flowbox autour du monde, même si certaines me posent quelques petits soucis en ce moment, mais on va y arriver. Enfin, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'installation, mais ça c'est ce qu'on dit que toujours. Pour continuer ce tour de table, j'ai Paul. Salut Paul, comment ça va ? Salut Vincent, ça va très bien. Moi de mon côté, je travaille sur des frameworks agentiques qui permettent de générer des graphiques automatiquement sans faire de SQL, sans faire de code et sans LibreOffice. J'ai peut-être un client potentiel là, autour de la table. Et je suis toujours architecte IA et MVP Microsoft aussi sur l'intelligence artificielle. Super. Et au bout du fil, j'ai Jérôme. Salut Jérôme, comment ça va ? Salut, ça va très bien. Écoute, moi je suis en pleine transition là en ce moment puisque je quitte Snéa et je rejoins Siam. Et donc pour ma part, je suis Vincent Huchling, je suis l'heureux cofondateur de ce podcast et co-animateur. Et quand je ne produis pas des podcasts, j'accompagne mes clients pour les aider à construire des produits data et IA. Vous imaginez bien que si on va parler, pour ceux qui nous écoutent souvent dans ce podcast, si on va parler d'IA et revenir sur le sujet RAG, nous n'avons pas d'autres options que d'utiliser Paul comme maître de cérémonie. Alors Paul, je te donne la main, c'est à toi de nous animer cet épisode. Allez, on va décrypter l'acronyme qui a effectivement été l'un des plus célèbres en 2023-2024, RAG, hein, pour Retrieval Augmented Generation. Mais juste avant de s'attarder sur ces trois lettres et qui découpent aussi le cheminement en fait, hein, de cette méthode, je vais vous poser à tous les trois la question simplement de comment on faisait avant 2023, quand on n'avait pas cette solution de RAG, hein, qui va chercher à faire qui va faire de la recherche dans des documents non structurés. Est-ce que vous avez souvenir, vous, de ce qu'on pouvait faire quand on était confronté à des serveurs de fichiers avec des centaines, des milliers de fichiers PDF, Word, PowerPoint ou LibreOffice, et comment on faisait pour essayer de retrouver de l'information? Est-ce que vous vous souvenez de l'époque Alors d'avant? je m'en souviens très bien puisqu'on utilisait des moteurs de recherche qui marchaient quand même pas mal et qui permettaient de retrouver des documents. Alors effectivement, ils permettaient pas, peut-être pas comme les LLM de retrouver des réponses ou des réponses reconstruites, mais ça permettait de retrouver des documents et ça permettait déjà de faire pas mal de choses. Ma constatation, c'est que les moteurs de recherche sont arrivés très rapidement à une incapacité à fournir des résultats probants s'ils n'ont pas été fine-tunés pour fonctionner correctement et avoir constitué les index de manière correcte. Bon, néanmoins, on utilise tous les jours un moteur de recherche qui s'appelle Google qui fournit de très bons résultats, mais on se rend bien compte que les moteurs de recherche qu'on pouvait appliquer à nos univers, à nous, étaient finalement pas si fou que ça. Et surtout, moi, la constatation que j'ai, c'est que il y a ce vieux serpent de mer du knowledge management qu'on traîne depuis des années. Retrouver des documents, on sait faire. Retrouver de l'information, on sait faire un peu moins bien quand même. C'est la grande époque de la GED, hein, la gestion électronique de documents, le DMS. Ouais, j'ai fait ça dans une ancienne vie. Oui, on a connu effectivement, même dans Google Suite bureautique, la G Suite, on avait aussi la promesse, je crois, d'avoir la performance de l'algo Ouais. qui indexe le web sur les documents internes de l'entreprise. Alors, loin de moi l'idée de dire du mal d'un concurrent de la suite Microsoft Office, mais j'ai jamais vraiment ressenti cette expérience utilisateur. Mais en tout cas, voilà, on se rend compte que la recherche de documents, c'est une problématique qui est là depuis longtemps. Il y a eu plein de solutions bonnes, enfin déjà des solutions qui ont permis des avancées, mais on est quand même toujours dans cette problématique en entreprise d'aller retrouver la bonne information rapidement et effectivement le plus finement possible. Et ça permettait de retrouver de façon beaucoup plus fiable, parce qu'en plus, le gros problème de la recherche qu'on avait, en fait, qui est ce principe de on fout tout dans un coin et puis le moteur va nous sauver, c'est qu'il était sensible à tout ce qui était synonyme. Et ça, c'était un des très gros problèmes. Donc, il y avait beaucoup de recherches sur la notion d'entité nommée, c'est-à-dire de comprendre quand on parle de Paris, est-ce qu'on parle
d'une ville qui est en France? Est-ce qu'on parle d'une ville qui est au Texas? Ou est-ce qu'on parle de quelqu'un qui se présente dans les réseaux sociaux et qui fait de l'influence? Euh, et puis voilà. Et puis quand tu parles de Hilton, est-ce que tu parles d'une Et, influenceuse ou est-ce que tu parles d'un hôtel? mm, et qui reste une problématique, enfin, la reconnaissance des entités nommées, hein, qui est une problématique assez forte, hein, dans tout ce qu'on appelle le NLP, et qu'on commence à résoudre justement parce qu'on prend en compte un contexte autour, un contexte de phrase, un contexte de document, et qu'on a cette capacité à aller plus loin que juste une petite suite de mots. Et je pense que peut-être un des facteurs limitants des différents modes de recherche qu'on a cités jusque-là, c'est qu'il fallait justement y aller par les bons mots-clés, y aller par la bonne méthode de recherche, ou la bonne entrée dans le thésaurus, mais on n'avait pas cette capacité à poser la question en langage naturel et obtenir la réponse synthétique en langage naturel. Et c'est vraiment ça que le RAG va venir transformer. Attention, on n'y est pas tout de suite. Ce qu'il faut aussi, parce qu'on va passer, on va faire un deuxième constat justement un peu historique, un peu plus proche maintenant, qui est l'arrivée de ChatGPT, novembre 2022, où finalement là on s'est rendu compte que ça y est, on avait enfin ces chatbots nouvelle génération qui avaient cette capacité à être bons en langage naturel, bons en compréhension, bons en expression. Et puis on leur a posé rapidement la question de qui a gagné la Coupe du Monde 2022 de foot, France-Argentine. On aimerait que ce soit pas l'Argentine, mais ChatGPT ne savait même pas nous répondre. Et pourquoi il ne pouvait pas nous répondre? Parce que son dataset d'entraînement, vous savez bien, hein, s'arrêtait en 2021, et ce type de modèle assez énorme en termes de paramètres peut pas être entraîné de manière continue, voire réentraîné assez fréquemment. Donc il y avait une connaissance limitée dans ces LLM. Donc on est parti en fait de ce constat-là, que la recherche restait une problématique importante en entreprise, que les LLM avaient cette capacité au langage, mais pas forcément les connaissances nécessaires, et qu'en plus les connaissances finalement elles sont un peu propres à chaque organisation. Chaque entreprise a sa base de connaissances. Si elle maintient à peu près son SharePoint avec ses centaines, milliers de fichiers dedans, finalement voilà, sa base documentaire elle existe. Donc il fallait trouver une solution pour mettre les deux en rapport. Et ce qui en plus allait résoudre un handicap des LLM quand ils sont apparus, qu'on leur a beaucoup reproché, c'est les fameuses hallucinations. C'est-à-dire ok, c'est un beau parleur, le chatbot, mais parfois il se met à nous raconter n'importe quoi. Donc nous, on veut quelque chose qu'en anglais on dit grounded, donc vraiment ancré dans une base de connaissances, dans quelque chose de fiable. Mai 2020, et effectivement, je vous donne le premier papier de recherche qui évoque le RAG. Donc vous voyez qu'on est quand même assez tôt, hein, si on remet ça un peu à l'échelle aussi des LLM qui existaient avant le démarrage public de ChatGPT, on le rappelle. Donc mai 2020, on a un premier papier de recherche qui parle de RAG et qui vise à répondre à des questions du Jeopardy, le jeu de culture générale. Donc, et qui, pour le coup, se débrouille plutôt bien là-dessus. Alors, comment, là, je vous résume vraiment en 2 minutes le principe de ce qu'on va appeler le RAG, donc Retrieval Augmented Generation. Il faut bien comprendre qu'on a deux phases. Le R du Retrieval, donc on va rechercher une information dans cette base de connaissances. On va décortiquer un peu après la manière dont on va faire la recherche. Et l'Augmented Generation, c'est tout simplement le fait de pousser à un modèle de langage les résultats de la recherche et de lui dire maintenant, par rapport à la question initiale de l'utilisateur, reformule-nous une réponse basée sur ces connaissances. Voilà, si on voulait vraiment définir le RAG de manière très simple, on pourrait s'arrêter là. Mais attention, c'est pas si facile que ça d'aller faire le retrieval. Et on va voir qu'en fait, on va le prendre un peu maintenant étape par étape, et on va se poser les questions de fait finalement qui ont été un peu les déceptions aussi de toutes les personnes qui se sont lancées dans ces projets-là au début, parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des écueils à surmonter. Paul, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que à un moment donné, quand on fait du RAG, on ne sait pas forcément bien, dans la réponse fournie, quelle portion de la réponse vient du document, enfin vient des documents qui ont pu être récupérés. Alors après, on verra sur la sophistication de la manière à laquelle on récupère les documents, ça, c'est un autre sujet. Et ce qui est intrinsèque à la connaissance du modèle au départ. Et ça c'est un vrai sujet parce que moi, le peu d'expérimentation que j'ai pu faire, parce que je considère pas que j'en ai fait beaucoup, étant donné
J'ai quelques projets là-dessus, mais bon, pas suffisamment pour avoir un avis hyper affiné là-dessus. Mais c'est de se rendre compte que finalement, il y a des réponses qui parfois sont à côté de la plaque, alors que les documents récupérés auraient dû amener une réponse tout à fait correcte. Et ça, c'est l'un des écueils que je vois aujourd'hui avec le RAG. Et cette faculté à pas forcément flécher totalement la source de la réponse. Alors peut-être que c'est des sujets que tu veux aborder après. On va aborder un petit peu ça, si tu veux bien, après, sur la partie évaluation, parce qu'on verra que justement, dans la technique d'évaluation, on va aussi s'attarder à évaluer juste la partie retrieval, et après, la partie augmented generation. Mais tu mets le doigt sur un point qui est vraiment aujourd'hui complexe à résoudre, et là, on maîtrise plus trop le LLM, finalement, quand il refait sa synthèse derrière de réponses. Bon, voilà. Mais en tout cas, dans la phase d'évaluation, on reparlera de ça, on verra qu'on évalue aussi bien la partie retrieval. Mais ce que je vous propose, c'est peut-être maintenant de creuser un tout petit peu plus justement cette technique de retrieval, parce que je vous ai juste dit pour l'instant que c'est une recherche, on pourrait imaginer une recherche par mots-clés, hein, un CTRL F, et puis voilà, tac, on va chercher les, les, des mots qui seraient cités dans le document. Mais en fait, ici, restons bien sur l'idée que c'est une question en langage naturel qui est l'origine de la recherche. Et ça a son importance. Parce que finalement, avant, on se posait un peu en NLP la question justement d'extraire des entités, par exemple d'une question, de se dire ça, c'est peut-être les termes importants, on va s'en chercher, enfin, s'en servir pour faire de la recherche par mots-clés. Mais là, on a envie de garder finalement l'entièreté de la question. Et on a la capacité finalement par le principe même d'entraînement des LLM à aller interagir avec ce qu'on appelle un espace latent. Donc on est dans un hyperespace ici multidimensionnel, et on a finalement projeté les datasets, les connaissances, le dataset d'entraînement du modèle, on l'a projeté dans cet espace multidimensionnel, et c'est ça qui permet ensuite d'avoir de faire en sorte que les mots deviennent des nombres, et qu'on puisse faire des calculs numériques assez facilement là-dessus, et que ça puisse derrière travailler aussi sur la génération en sortie Ce sont des les LLM. mots qui sont des nombres ou ce sont les concepts sémantiques sous les mots qui sont des nombres? La question que je pose, c'est par rapport justement à ces mots qui peuvent avoir deux significations. Ils sont normalement à deux endroits de cet espace. Alors peut-être que des spécialistes de la chose reprendraient un peu mes propos, mais que c'est globalement plutôt quand même les mots qui se projettent, mais ils se projettent de telle façon à finalement donner sens et faire émerger des concepts. Alors, on n'est pas non plus, attention, je ne vais pas aller trop loin dans ce que je dis là, parce que on n'est pas non plus sur des modèles qui aujourd'hui maîtrisent la notion de concept. Et c'est une des, enfin, il y a Neuquin qui souligne souvent ça sur les LLM actuels. Ils n'ont pas cette capacité à travailler sur des concepts. Donc ça, c'est une autre génération de modèles qui viendra peut-être faire travailler là-dessus. Mais on est effectivement sur des proximités vectorielles, hein, puisque vous imaginez l'hyperespace, vous tracez des vecteurs. Je peux donner un exemple un exemple là-dedans. Si je trace un vecteur entre Data Platform et BigQuery, ce vecteur va être à peu près parallèle au sens multidimensionnel à Data Platform Fabric, par exemple, et avec une troisième dimension qui serait l'éditeur, Ouais. enfin, donc qui serait pour le coup orthogonal. Enfin, vous voyez, on a donc ces représentations des mots et c'est leur disposition dans l'espace qui fait qu'on arrive justement à retrouver ces proximités sémantiques. Et donc, tout l'intérêt de la recherche, ça va être justement maintenant de la travailler plutôt sur du sens, le sens que porte la question, et le sens que vont porter les morceaux de documents qui auront été préparés au préalable. Et ça, c'est une étape aujourd'hui assez finalement manuelle et assez qui pose beaucoup de questions. Moi, quand je la présente souvent à des clients, on me dit mais attendez, vous allez prendre mes 2000 fichiers PDF, vous allez les découper en petits morceaux, donc ce qu'on appelle des chunks, vous allez en faire des vecteurs avec un modèle d'embeddings, ok, mais ça veut dire que concrètement, vous êtes en train de dupliquer toute notre documentation sous un autre format, ok, c'est des vecteurs de nombres, mais vous avez quand même dupliqué la donnée. Et ça gêne quand même beaucoup, j'ai l'impression, aujourd'hui, parce qu'on se dit bien que dupliquer égale maintenir, égale mettre à jour, égale sécuriser, égale backuper, égale appliquer les droits d'accès des documents PDF au vecteur. Donc, énormément de Ouais, problématiques mais qui sont Paul, liées à on ça. a un peu bitché tout à l'heure sur les moteurs de recherche traditionnels. Sur le fait, ouais, ils marchent pas. Bon, finalement, avec un Elasticsearch, quand tu prenais le temps d'aller travailler ton tokenizer, travailler je sais plus quels étaient les différents composants qu'il fallait mettre dedans et choisir un bon composant pour faire quelque chose, à un moment donné, on avait
on arrivait à avoir des résultats. Donc là, je pense que foncièrement, faire bien ce travail de chunk et d'embeddings, enfin, je pense qu'on on peut pas avoir tout. Il n'y a pas de free lunch, hein. Je veux dire, à un moment donné, c'est clair qu'à un moment donné, il faut qu'on ait une capacité à stocker correctement pour pouvoir trouver. Et c'est la même chose que je vais faire le parallèle avec l'analytique. Ben oui, quand on a extrait la donnée opérationnelle d'une base opérationnelle pour la mettre dans une base analytique et que on fait des vues ou que l'on matérialise des tables spécifiquement pour bien répondre à une query, on accepte cette duplication, c'est le trade-off nécessaire pour pouvoir avoir quelque chose qui fonctionne correctement. Là, faire du RAG sans aller dupliquer, indexer la donnée, faut même pas espérer avoir de bons résultats, quoi. Alors peut-être qu'il y aura des méthodes qui prochainement, enfin donc, dans un avenir assez proche, viendront remplacer ça. Mais aujourd'hui, effectivement, on passe toujours par cette étape-là. Et quand on a des documents un petit peu plus multimodaux, c'est-à-dire avec des images par exemple ou des schémas dans des fichiers, ben, on utilise des modèles qui savent aussi interpréter ça et nous transformer toujours ce contenu en nombre. Et alors là, petite fierté quand même de notre podcast du Big Data Hebdo, qui a été sans doute peut-être l'un des premiers en francophone à avoir une rubrique VectorDB, puisque selon un proverbe que tu cites souvent, Vincent, lors de la rue Everlore, ceux qui se sont enrichis, c'est quand même les vendeurs de pelles. Bah là, c'est sans doute des vendeurs de VectorDB qui ont flairé le bon coup. Alors ils sont nombreux sur la place. Petite question comme ça, quiz pour vous trois. Enfin, en notoriété comme ça, quelles sont les premières bases de données vectorielles qui vous viennent en tête Je sais qu'il y a des plugins Postgre qui si, permettent de faire. Il y a des extensions Postgre qui Mhm. permettent de le faire très bien. Il y en a une qui peut être embeddée sous forme de fichier là, qui n'est pas vraiment une base de données, mais où on crée. C'est un peu quand on fait du LangChain, finalement, c'est celle-là qui ressort en premier. Là, je ne sais plus le. Voilà, on va avoir ChromaDB Voilà, qui est pas mal merci, utilisé c'est sous ça. Databricks. On va avoir le produit de Meta qui est Face, qui est un peu sur le même système, donc qui reste finalement assez léger à l'utilisation. Puis on va avoir des produits après comme Milvius, j'écorche le nom. Je vais me tromper sur ce nom-là, enfin d'acteur, mais on va avoir Azure AI Search aussi côté cloud Microsoft. Donc on va avoir, il y a évidemment il y a une quantité, je pense que aujourd'hui c'est quasiment peut-être une centaine si on faisait vraiment l'effort de répertorier à la fois les bases de données traditionnelles qui ont fait cette migration vers même SQL Server 2025, si je ne me trompe pas. C'est fou. Hein. Voilà, maintenant, C'est fou. supporte les vecteurs. Enfin, supporte à la fois les vecteurs. Il y a quand même deux critères. Hein, c'est de pouvoir stocker dans un type natif finalement hein, les vecteurs, parce que moi au démarrage, hein, on mettait des chaînes de caractères dans une base SQLite. Hein. Vous voyez, on faisait ça Parce aussi que au simplement. final, le vecteur, c'est un tableau de nombres finalement. Tu Oui, stockes le avec une terme précision. en face d'un tableau. Tu stockes une référence à un chunk de document et tu mets en face de ça un tableau de nombres. Exactement. Et alors, ce tableau de nombres peut avoir une dimension quand même assez importante. Enfin, on est sur 100, 1000, Ah oui. 3000 peut-être nombres dans ce vecteur, mais des nombres avec un nombre de décimales assez important, donc qui garde cette précision qu'on pourrait aussi un peu sur des principes de quantisation, on pourrait limiter justement la taille de ces décimales, mais on perdrait de la précision. Et ce qui est important finalement, c'est de pouvoir stocker, donc d'avoir un type relativement natif à la base, voilà, pour bien stocker ce vecteur, être capable de le ressortir rapidement, parce qu'à un moment il va falloir faire des calculs dessus. Et ces calculs, si on simplifie un peu les choses, c'est pas beaucoup plus compliqué qu'un calcul de cosinus. On parle de similarité cosinus. Donc vous faites un cosinus, mais en dimension 1536 si vous utilisez l'embeddings d'OpenAI. Mais en tout cas, voilà, il faut que la machine, et aujourd'hui ça se fait quand même hein, avec ce qu'on a comme machine, réussissent à calculer ces cosinus entre des vecteurs. Donc l'implémentation des formules de similarité sémantique et le stockage natif en vecteur, avec ça, on a quelque chose, un outil, une VectorDB qui C'est est génial rapide. parce que je me souviens, alors à nouveau Papy revient avec ses histoires de guerre, quand au début de l'ère Hadoop, quand on faisait du machine learning avec Maout, et qu'on voulait faire des moteurs de recommandation, on était exactement à faire la même chose, à trouver la similarité en faisant du cosinus, en recherchant la similarité avec des cosinus entre des points multidimensionnels qui étaient les items qu'on avait dans notre moteur de recherche. Et donc c'est fou,
Ouais, c'est la base du truc et on la recycle à l'envi. Donc, foncièrement, relisez des papiers de machine learning d'il y a une voire 2 décennies et vous allez vous rendre compte que finalement, il n'y a pas énormément. Il y a qu'un facteur d'échelle qui a changé les choses finalement. Et pour les moteurs Hmm. de recherche, c'est exactement ça. La différence, c'est que la modélisation du vecteur est différente. Et parce que c'était pas des tableaux de chiffres, c'était plutôt des tokens. Et, euh, et il y avait une présentation un peu différente, mais globalement, in fine, c'était un cosinus. Par contre, la question que je Hmm. me pose, et celle-là, j'ai pas eu le temps de creuser, c'est qu'effectivement, un cosinus, c'est rapide à calculer, mais quand on fait un, et si tu dois aller chercher sur tous tes documents et que tu dois faire tous les cosinus, ça marche pas. Donc, dans les moteurs de recherche, il y avait tout un tas de Hmm. mécanismes qui font que tu éliminais plein de documents déjà de base avant de faire les cosinus. Là, sur ton tableau de chiffres, j'espère qu'ils ont des astuces, parce que ça va être la clé de la Oui, oui, performance, en fait. et c'est peut-être le troisième critère justement d'une bonne vector DB, c'est qu'elle supporte aujourd'hui des types d'index qui sont propres à ces recherches après de similarité. Et en fait, ces types d'index, pour le dire assez rapidement, fonctionnent comme des graphes. Et donc avec des proximités, enfin, on réussit à faire à peu près des clusters finalement de nos vecteurs qui font que la recherche sémantique va s'orienter plutôt vers un cluster. Peut-être l'état de l'art aujourd'hui, c'est un index qui s'appelle DiskANN qui permet d'aller justement limiter le nombre de similarités qu'on va calculer, mais en allant directement sur ce qui semble le plus efficace. Il y a une deuxième stratégie qui est finalement toute simple, hein, c'est que si vous êtes dans une base de données, ben, vous pouvez faire une closeware sur des métadonnées et donc vous dire, bah, hop, finalement, je filtre sur les documents de l'année 2025. Ça paraît hyper efficace et ça permet de se dire en plus, voilà, je restreins, j'évite des documents de versions antérieures qui pourraient être incohérents. Euh, et là où, où, finalement on peut être un peu déçu, mais ça c'est en train aussi d'être résolu par les vecteurs DB, c'est que le fait de rajouter une clause sur une métadonnée va casser l'indexation nécessaire à l'optimisation de la recherche dans la colonne qui contient le vecteur. C'est un peu technique ce truc-là, mais c'est une déception qu'on peut avoir aussi. C'est-à-dire si on essaye de filtrer sur d'autres colonnes, on a une table avec pas mal de métadonnées, notre chunk de texte et notre vecteur. Bah, le fait d'aller filtrer sur les métadonnées peut casser, peut finalement faire perdre son efficacité à l'index. Mais ça, c'est aussi des choses que les bonnes bases de données vectorielles sont à même de résoudre. D'accord. Mais voilà, c'est un peu les principes aujourd'hui. Donc finalement, voilà, alors, dernière chose importante là sur cette recherche sémantique dans la base de données, c'est comme on calcule une distance, un cosinus, finalement, on a une distance pour tout ce qu'on a comme vecteur dans la base. Donc quand on va te demander après, dans notre programmation du RAG, de par exemple garder un top 5 des meilleures recherches, bah, si je trouve absolument rien vraiment en cohérence, d'avoir la fameuse question qui a gagné la Coupe du Monde, si j'ai absolument aucune info dans ma base de données vectorisée, je vais quand même avoir le top 5 des distances les plus faibles qui seront à 0,000 quelque chose, mais qui seront quand même des informations. Et donc là, je vais aller renvoyer 5 chunks, 5 morceaux de documents à mon LLM et débrouille-toi avec ça, trouve-moi qui a gagné la Coupe du Monde. Et c'est là qu'on peut avoir des choses où on retombe finalement à nouveau sur des hallucinations, où on retombe sur des réponses qui vont pas satisfaire l'utilisateur. Donc ça reste voilà, un des premiers problèmes auxquels on s'est confronté, parce que la qualité de recherche finalement sémantique pouvait être aussi un peu déceptive. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on est capable de, entre guillemets, d'intercepter comme problème. C'est pas quelque chose qu'on risque de subir et d'être finalement à le voir une fois le résultat généré qui a un problème. Donc ça, on est capable de l'anticiper un petit peu en amont. Euh, le fait de... Donc tu dis, si je rephrase un petit peu ce que tu viens de dire, c'est que si jamais on essaye de perturber la manière de laquelle le retrieval se fait sur la base vectorielle, on peut tout foutre par terre. C'est finalement la base vectorielle risque de ne plus fonctionner du tout si on essaie de faire quelque chose où on va chercher des métadonnées en même temps, c'est ça? Alors ça peut être, je pense que aujourd'hui on arrive à quand même une meilleure maîtrise des index, mais ça peut être un effet de bord, effectivement, de vouloir rajouter du filtre sur les métadonnées qui peut casser la capacité à aller optimiser la recherche. Voilà. Bon.
C'est à la marge, et vous allez le rencontrer quand vous serez vraiment sur des quantités assez fortes, hein, de vecteurs. Mais ce qui est important, ouais, c'est de se dire qu'effectivement, il faut quand même ramener des choses assez similaires. Et donc, on va par exemple positionner, même si je dis, bah, je prends mon top 5, je vais quand même demander une distance minimale, hein, qui est souvent normée entre 0 et 1. Donc, je vais lui dire, bah, si t'es pas au-dessus de 0,3 par exemple, ne ramène rien du tout. Et là, mon prompt engineering qui va gérer la partie génération de réponses va faire en sorte de répondre, bah, s'il y a aucun résultat du retrieval, je m'avance pas et je dis rien. Pour la petite histoire, j'ai peut-être même déjà raconté ici, mais sur un des premiers démonstrateurs qu'on a pu faire en clientèle d'un RAG, on s'est un peu emballé le jour de la démonstration. On avait une base de documents interne, hein, voilà, assez technique RH. Et puis on s'est dit, bah tiens, on va poser une question qui a rien à voir avec ces documents pour montrer justement la capacité du RAG à aller à ne pas s'aventurer en dehors de ce périmètre. On a posé la question, le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est qui est le président de la République en France aujourd'hui? Le LLM m'a dit, je ne trouve pas l'information, je ne peux pas répondre à cette question, mais je sais que c'est quand même que c'est Emmanuel Macron. Et là, j'étais fou, je me dis, mince, on n'a pas réussi à l'encadrer suffisamment. Bon, voilà, donc il y a toujours quand même une petite petit degré d'autonomie du LLM pour aller générer sa réponse. Excellent. Donc, on se rend compte finalement entre ce top K, on l'appelle top K en paramètre, hein, du nombre de chunks qu'on va aller chercher, plus la distance minimale qu'on va exiger, on commence à mettre en place des paramètres, des hyperparamètres finalement de notre processus de RAG. Donc, on est en train de mettre en place plein de petits curseurs sur lesquels on va pouvoir jouer. Donc ça, c'est super parce qu'on peut optimiser des choses, mais si on veut optimiser, bah, il faut bien avoir un but derrière, et ce but, on va le définir finalement avec un processus d'évaluation. Donc ça, c'est vraiment la chose qui a peut-être été un peu oubliée aussi au démarrage des premiers projets RAG, mais c'est absolument indispensable d'avoir une stratégie d'évaluation pour savoir quantifier la qualité de ce qu'on a. Parce que le LLM répondra toujours. C'est dans sa nature, entre guillemets. Il est là pour nous contenter, pour nous faire rester dans la discussion, donc il va nous répondre. Mais est-ce que c'est une réponse de qualité? Et donc c'est là qu'on a vu apparaître les premiers frameworks d'évaluation et les métriques aussi d'évaluation pour aller quantifier la qualité de ces projets. Et donc, quand tu as ces métriques, est-ce que ça veut dire que tu es capable d'évaluer chaque réponse qui est faite en temps réel, ou est-ce que tu te dis, mais je vais, comme on le faisait avec en machine learning traditionnel, dire, ben, j'ai un jeu de test, et puis je valide que mon modèle est bon à un moment donné, je valide, et puis je revaliderai plus tard après l'avoir réentraîné, comme on faisait, on réentraînait et on revalidait aussi avec un jeu de test pour être certain qu'on restait dans les clous. Alors, est-ce que là, aujourd'hui, vu que tout s'accélère, est-ce qu'à un moment donné, on a une capacité à le faire en continu, ça, ou est-ce que c'est aussi du point in time comme ça, où on sait que aujourd'hui, le 21 mars, le modèle, il est bon, le LLM, il est bon et il répond correctement. Le RAG qu'on a monté sur ce LLM est bon, il répond correctement, mais on ne sait, mais rien ne nous permet de dire qu'il n'aura pas dérapé dans 3 jours, quoi. Alors, il y a deux outils pour ça. Il y a l'évaluation, effectivement, quand on est dans la phase de construction de POC, de MVP, qui sera ce qu'on va appeler le benchmark dataset. Donc, on va écrire des questions, la sélection de chunks des documents qui nous serviront à établir la réponse, et on va écrire une réponse. Et quand je dis on, c'est les humains. Enfin, dans un premier temps. On va voir que les humains ont finalement un peu la flemme de le faire. Mais en tout cas, dans l'idéal, c'est aux humains de faire ça. Donc, question, chunk, réponse. À partir de ce benchmark dataset, on est capable de faire des métriques. On fait travailler le RAG. Il va nous chercher des chunks, il va nous écrire une réponse, et on compare tout ça, et on a des métriques qui permettent de faire ces comparaisons. Et ça, c'est à l'instant T. Et on peut... Alors, pourquoi on le referait régulièrement? Parce que peut-être qu'on a changé l'API du LLM, on a peut-être switché d'un GPT 3.5 là, qui est devenu qui est deprecated là, qui est plus disponible maintenant, par exemple sur Azure, mais voilà, on est passé sur un 4.0 où on a envie de baisser les coûts et de passer en 4.0 mini. Donc voilà, donc si on fait ces changements-là, ça vaut le coup de refaire une évaluation. Et on garde notre stratégie d'évaluation, notre benchmark dataset d'évaluation, en espérant qu'il soit suffisamment représentatif du corpus de connaissances et des questions que peuvent poser les utilisateurs. Ça, c'est un autre problème. Et ça, c'est vraiment l'évaluation qu'on peut faire périodiquement. Le deuxième outil qui répondrait à ta question ici, mais peut-être pas de manière complète non plus, c'est la boucle de feedback. C'est-à-dire que chaque fois que les utilisateurs récupèrent une réponse,
pouce vers le haut, pouce vers le bas, ils évaluent et ils nous disent ce qu'ils en pensent. Est-ce que vous prenez une question un petit peu technique dans une entreprise, est-ce que deux personnes humaines ont le même avis? Est-ce qu'ils vont mettre tous les deux pouces vers le haut sur une même réponse? Je n'ai pas la garantie. Mais en tout cas, voilà, ça sera un feedback, un ressenti peut-être de la qualité des réponses par les utilisateurs. Et à partir de ça, on pourra collecter justement ce qui marche bien et ce qui marche moins bien et essayer d'améliorer la chose. Mais on n'aura pas une amélioration automatisée de notre processus de RAG avec la boucle de feedback. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on n'a pas la capacité à faire qu'on prenne en compte ces pouces vers le haut, pouces vers le bas, pour que si quelqu'un pose la même question une demi-heure après, on en ait tenu compte. Oui, ça serait des développements applicatifs immenses. On n'a pas la même capacité, par exemple, si on a un modèle une régression linéaire basique de machine learning qui nous prédit le prix d'une voiture d'occasion. En fait, quand la voiture va vraiment être vendue, c'est ce prix-là qui va revenir par l'espèce de boucle de feedback entre guillemets, qui va revenir, qui va enrichir les données qui permettent la modélisation, et on pourrait refaire tourner de manière automatique la modélisation. Et donc retravailler avec les nouveaux prix de voitures réels, et ça corrigerait un petit peu notre régression linéaire. Ce cheminement-là, on ne peut pas l'imaginer aujourd'hui sur un RAG. Donc on va devoir analyser finalement pourquoi il y a des pouces vers le bas, essayer de comprendre les choses et revenir toucher à différents curseurs qu'on va avoir dans le RAG. Et donc ces curseurs-là, enfin en tout cas d'expérience, vraiment les premiers points qu'on va aller travailler quand justement il n'y aura pas un niveau de qualité suffisant, ça va être le processus le processing des documents, ça va être comment on va les découper, comment on va les vectoriser, et là on ira chercher justement peut-être des modèles multimodaux qui vont être en capacité de prendre en compte les images. On va aller peut-être faire ce qu'on appelle du chunk sémantique. Au départ, le chunk, c'est quoi? C'est peut-être 1000 tokens. Bon, 200 tokens. Alors, je sais pas, généralement, je pars avec 1000 tokens et 100 ou 200 tokens d'overlap. Parce qu'en fait, si je coupe en tokens, je vais peut-être tomber au milieu d'une phrase, au milieu d'un paragraphe, et c'est un peu dommage. Donc, on garde un petit peu d'overlap, donc ici pour être sûr de récupérer quand même des phrases à peu près entières. Mais aujourd'hui, on a des méthodes, c'est implémenté dans LangChain par exemple, qui vont plutôt travailler sur comment est structuré le texte, parce que c'est déjà une première information. Donc en paragraphe, on s'arrête quand il y a des points, on peut donner des délimiteurs et on va être beaucoup plus efficace finalement là-dessus parce qu'on va respecter la sémantique du texte. Donc ça, c'est vraiment le premier axe. Après, on s'est dit aussi, finalement, dans le retrieval, on avait cette fameuse recherche par mots-clés et on a toujours ce réflexe du CTRL F à un moment quand on veut retrouver un truc précis. Pourquoi finalement on abandonnerait cette logique-là? Et pourquoi on ne chercherait pas à avoir le meilleur des deux mondes? Et donc est apparue finalement assez vite la recherche hybride qui consiste à faire les deux, donc à aller chercher des chunks par le sémantique, plutôt le sens qu'on a vis-à-vis de la question, et par des mots-clés qu'on aurait identifiés justement dans la question et qui nous servent à faire un search de mots-clés classique à nouveau sur les chunks. Donc ça nous donne deux listes de chunks. J'ai pris par exemple deux top 10. Donc je me retrouve avec 20 chunks. Alors peut-être 18 s'il y a un peu ou 17, je sais pas, s'il y a une intersection entre les deux. Et je balance tout ça à mon LLM. Alors là, ça fait peut-être un peu trop. Et Paul, ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut qu'on maintienne deux moteurs de recherche différents, parce que j'imagine que c'est pas la VectorDB qui peut répondre aux deux questions. Alors si, et c'est aussi, ça fait partie des caractéristiques qu'on va rechercher dans les vecteurs DB, c'est l'implémentation directe maintenant de ces méthodes hybrides en fait. Parce que en fait, tous les éditeurs se sont rendus compte que tout le monde avait à gagner à faire de la recherche hybride. Je n'ai pas connaissance de projet où on se serait dit non, on reste sur le sémantique parce que l'hybride marche moins bien. Non, à chaque fois l'hybride a toujours mieux marché, après dans des proportions différentes, mais ça a toujours mieux marché. Donc aujourd'hui, on trouve quand même des choses implémentées directement. Mais pourquoi l'hybride marche bien? Parce qu'en fait, quand on a ces deux retrievals parallèles, on a quand même derrière un algorithme qu'on va appeler de re-ranking, donc qui va se dire, ok, tu m'as envoyé 2 fois 10, sur ces 10, il en reste peut-être 15 distincts, ces 15-là, je vais les retrier avec une métrique encore à nouveau ici, et finalement garder mon top 5.
Et donc dans ce top 5, j'ai peut-être des choses qui viennent du keyword, enfin de la recherche par mots-clés ou de la recherche sémantique. C'est pas grave, mais en tout cas, j'ai le meilleur des deux mondes. Et ça, j'envoie à mon LLM pour génération. Ouais. Donc ça a été vraiment un point important dans l'évolution de qualité des recherches, enfin du processus Et ça de veut dire retrieval. que là, on est quand même capable de guider la chose et d'avoir, entre guillemets, des documents qui ont du sens, qui sont utilisés pour faire le RAG et qui correspondraient à finalement des choses que nous, humains, on aurait mis. Si on, je dis toujours, le RAG, c'est quand même faire la même chose que si vous faisiez du copier-coller dans le contexte de votre chat GPT. Et donc, à un moment donné, là, on se retrouve quand même avec des choses qui sont peut-être plus proches que ce que nous, humains, on aurait fait si on avait la capacité à flécher tous les documents qui peuvent correspondre, qui peuvent répondre à cette création de contenu, quoi. Et c'est des messages qu'on a vu passer alors quand on s'est tous un peu enflammés sur les fenêtres de contexte, hein, qu'ont les LLM. Je crois que c'est Claude chez Anthropic qui a été le premier à atteindre le million de tokens de fenêtres contextuelles. C'est-à-dire que donc vous pouvez lui envoyer, alors ça va coûter cher, hein, mais vous pouvez lui envoyer dans votre prompt initial, vous pouvez lui copier-coller un document peut-être de 500 pages, d'un PDF de 100-200 pages sans problème. Donc on s'est dit peut-être que ça suffirait, voilà, pour certains, dans certains cas de figure, pour remplacer le RAG, mais on va juste coller le document en entier dans le prompt et après débrouille-toi. En fait, il y a eu des déceptions là-dessus aussi, parce qu'en fait, il y a des systèmes où le LLM se perd un peu au milieu du document, c'est ce qu'on appelle le lost in the middle. Il arrive pas bien, et c'est pareil quand vous écouterez ce podcast, vous vous souviendrez peut-être bien de l'introduction, bien de la conclusion, mais vous aurez un petit peu oublié ce qu'on est en train de se dire au milieu. Les LLM fonctionnent un peu de manière similaire sans tomber dans l'anthropomorphisme. Mais donc on n'est pas parti finalement, hein, dans cette idée de tout balancer dans la contexte window du LLM. Donc on reste finalement encore sur le RAG. Et je reviens aussi sur ce que tu avais donné comme hypothèse, Vincent, qui était de se dire finalement un LLM fine-tuné, enfin la connaissance intrinsèque du LLM, finalement, est-ce que ça suffirait pas ou comment on peut s'en sortir? Finalement, c'est un peu risqué, ça c'est mon avis, hein, là-dessus, de se dire ok, vous avez la base documentaire, vous fine-tunez un petit un SLM pour que ça reste à peu près réaliste, un small language model, vous le fine-tunez avec une base de connaissances, et vous dites que maintenant ça va, il a à peu près ces connaissances-là. Là, bon courage pour aller évaluer finement que toute la documentation est bien maintenant acquise par les poids du modèle. Et bon courage pour aller faire la mise à jour des poids du modèle quand vous aurez une mise à jour dans un document Word et qu'il y a un paragraphe qui va changer. Voilà. Donc le RAG a encore de beaux jours devant lui. Et en fait, moi, je pense que aussi la partie retrieval, donc tout ce qu'on a vu jusque-là, c'est aussi des outils qui peuvent être réutilisés dans un moteur de recherche plus traditionnel, où finalement la sortie, ce sera pas les chunks que tu fournis après avec ton boîte en LLM, mais juste des documents que tu vas pouvoir lister, parce que ces recherches-là, je pense qu'elles ont encore leur intérêt. Et ça peut faire progresser énormément les moteurs de recherche, notamment justement compenser les problèmes qu'on disait d'identification des éléments, faciliter une recherche avec un langage un peu plus naturel, mais sans forcément chercher à avoir une réponse qui est un chat, mais une réponse qui est les sources, quoi. Alors on a ouais, et moi ce que je vois, c'est qu'effectivement dans les projets de RAG qu'on a pu mener pour des clients, comme je dis, j'en ai pas fait beaucoup, mais à chaque fois, l'une des premières demandes du client, c'était sortez-nous une référence au document finalement en dessous. Donc rejoindre un petit peu ce côté moteur de recherche. C'est pas parce que vous nous fournissez une réponse synthétique sur le sujet avec la chose qui a été faite par la génération du LLM qu'on ne veut pas avoir finalement le pointeur vers la page web qui a permis de générer ce contenu, enfin de choses comme ça. Donc c'est foncièrement, oui, tu as raison Jérôme, on est clairement dans une nouvelle époque du moteur de recherche, puisque ce qui nous intéresse, c'est quand même finalement de connaître le document sous-jacent dans bien des cas, et c'est ce qu'on veut d'un moteur de recherche. C'est-à-dire quand ton idée c'est de chercher une information et que tu veux qu'on ait une réponse, effectivement là tu vas prendre tout le cycle avec le LLM. Par contre, t'auras envie d'avoir les liens parce qu'en gros c'est prouve-moi que tu as raison.
prouve ta réponse par des documents que je peux aller consulter pour voir, pour vérifier que c'est bien ça. Ça, c'est un point, effectivement. Et puis, moi, je parlais, effectivement, tu as aussi l'effet recherche, parce que derrière la sortie, ça peut être des tableaux avec des éléments, en fait, parce que les documents, c'est pas forcément des documents non structurés, ça peut être des documents semi-structurés, voire structurés, où t'as éventuellement ta non-structuration, c'est un champ description, ou alors c'est un titre, ou des choses comme ça. Et ces trucs-là, où tu as encore besoin de cet usage-là, et ça va te permettre d'avoir de la fonctionnalité. Tu n'as pas forcément envie de chatter avec les gens, mais tu fais une requête plus naturelle que ce qu'on faisait avant, et tu as ton tableau, ta liste d'éléments que tu cherches, tout simplement. Donc c'est une présentation différente. Et là, la formulation d'une réponse humaine est moins intéressante. Mais par contre, toute la partie retrieval, analyse de la question elle-même, et puis récupération des documents est très intéressante. Et je pense que, puisque je pense à Elasticsearch, mais je pense que tous les moteurs de recherche vont faire pareil, ils ont fait la vecteur DB, ils vont, enfin tu vois, typiquement ça va venir naturellement, enfin j'imagine que ça va venir naturellement, sans forcément avoir derrière la génération pure d'une réponse, comment dire, en langage naturel. Et, et- et c'est vraiment ces scénarios-là où le RAG plus orienté agentique, ou en tout cas les agents munis d'outils de RAG vont vraiment prendre tout leur sens, parce que à une question posée, l'agent va être en capacité de faire son planning et de se dire oula, attends, ça c'est de la donnée structurée, donc je vais reformuler la question comme une requête SQL, je vais la poser à la base de données, je vais récupérer un tableau que je vais reformuler effectivement sous forme de tableau, ou créer un document ou un graphique que je vais exporter en PNG et mettre à disposition en téléchargement. Et là, on arrive justement à des scénarios où c'est intéressant d'avoir cette autonomie de l'agent pour aller chercher le meilleur type de données au bon endroit. Et on commence à avoir des frameworks qui sont, Ouais, là c'est sur le retrieval, moi je assez parlais plutôt efficaces sur sur la ces scénarios. restitution, parce que typiquement, demander à un LLM de te générer un CSV, je veux dire, tu as peut-être, une fois que tu as la source, la matière première, tu as peut-être des moyens plus efficaces de le faire, en fait. Même s'il saura peut-être le faire, avec pas trop d'erreurs. Il y a aussi un problème d'efficacité en termes de coût, en termes de... Alors effectivement, il y a le coût de développement que tu abstrais directement, mais tu as du coût de tuning qui va remplacer le coût de développement. Et puis derrière, tu as du coût d'opérationnel, parce que enfin, prendre une réponse SQL et faire un CSV, ça coûte pas très cher en termes de CPU. Faire tourner un rack pour faire la même chose, je suis pas sûr que ce soit... Enfin, sauf si l'objectif c'est de cramer le plus de carbone possible, et voilà. Enfin, tu vois, Oui, c'est après là où ça peut prendre du sens, c'est mettre à disposition d'utilisateurs qui savent ni coder en SQL, qui n'ont pas d'accès aux bases de données, qui savent pas mettre les données dans un Pandas data frame pour faire un petit graphique en mode Plotlib. Enfin, c'est une démo que j'ai faite là cette semaine sur un framework d'agent. Bah, justement, l'agence se débrouille pour faire toutes ces étapes-là et restituer le résultat avec juste au départ une question en langage Ouais, naturel. ouais, il y a Voilà, clairement c'est enfin, on est dans un schéma assez classique de comment récupérer bien l'info, comment retrouver la bonne info d'un côté. C'est ce retrieval dont on parle depuis tout à l'heure. Puis après, il y a l'histoire de la génération. Les outputs, ils peuvent être de multiples formes. Mais déjà, dans le retrieval, effectivement, si aujourd'hui on parle de choses qu'on a pré-mâchées au départ, qui sont d'avoir constitué cette base de vecteurs et de chunks, mais c'est vrai que le retrieval, il pourrait être aussi basé sur des choses qui sont à l'extérieur. Et c'est ce qu'on voit effectivement dans les frameworks d'agents, où on est capable d'aller chercher, se connecter à de multiples sources. Moi, je vois là chez des clients, ils ont des trucs où ils disent, ouais, il faut qu'on puisse aller chercher dans nos outils de front office des informations qui sont, et donc d'augmenter un petit peu aussi le côté live de la chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, on n'a pas fait ce pré-chunk et cet extract des données opérationnelles, et on n'a pas une connaissance qui est dans un point in time qui correspond au dernier refresh qu'on a fait. À partir du moment où tu as ces formes d'agents, tu es capable d'aller chercher de la donnée qui a été écrite 5 minutes avant. Et ça, c'est quand même un autre sujet encore. Paul, on entend parfois un petit peu parler d'une possibilité d'utiliser du caching. Ça correspond à quoi finalement, cette histoire de caching, de dire finalement, plutôt que de faire du retrieval, on va faire du caching pour pouvoir avoir quelque chose qui marche bien. Est-ce que tu peux nous expliquer ça?
Oui, bah, il faut voir aussi que le process de RAG, hein, avec sa recherche vectorielle derrière, bon, c'est des choses qui peuvent prendre quelques secondes et c'est un peu gênant quand on a été habitué justement à des chatbots qui répondent très vite, mais parce qu'ils disent parfois n'importe quoi. Donc, prenons le temps de réfléchir. Mais on s'est dit aussi, on s'est rendu compte aussi à l'échelle finalement sur des passages en production que finalement il y a beaucoup d'utilisateurs qui posaient la même question. Quelle est la procédure pour retrouver son mot de passe, comment je saisis une journée de congé, enfin, et finalement, là où une FAQ répondait très bien à ça et on recherchait la bonne question dans la FAQ, ben on se met justement, comme disait Jérôme, à cramer Ouais. du carbone pour qu'un LLM réponde toujours, enfin 80 fois sur 100 à peut-être 20, enfin, il n'y en a pas un Pareto, peut-être 20% des questions qui sont 80% des occurrences. Donc là-dessus, ce qu'on rajoute finalement, c'est une couche de base un peu type Redis finalement, où on va avoir les questions les plus fréquentes, les réponses déjà préenregistrées, et Et on donc s'embête de là pas à à aller faire faire un le retrieval. pre-warm du cache Donc, avec les 50 questions du dataset de test, il n'y a qu'un pas. C'est Voilà, intéressant, mais ça peut être par contre, je intéressant. vois pas la Donc c'est clé du cache parce que forcément, c'est la même question, mais elle est toujours formulée différemment. Ça veut dire qu'il faut quand même, il y a un gros travail sur l'identification des entrées du cache, quoi. C'est le vecteur d'embedded, c'est le vecteur il y a, d'embedding il que y tu a mets comme clé de cache, non? C'est Bah ça? oui, mais il risque d'être un peu variable en fait. on va refaire une similarité. Bah, de facto, non. Pas Ah bah, C'est ta question, tu as plein de façons de le faire qui font qu'à la fin, ton vecteur d'embedding, il sera pas exactement le même. Alors, il se rapproche, mais oui, ça veut dire que tu as une recherche pas. Oui, tu vas rechercher dans les 50 peut-être questions du cache, tu vas chercher une Ouais, c'est ça, similarité à d'accord. Ouais, c'est 0,99. ça, c'est une recherche Elle sera partielle. pas parfaite, Donc, mais c'est pas un Redis, tu quoi. vas mettre un critère pour C'est que déjà, ça. c'est un vecteur Ouais, DB oui. lui-même qui va faire le. Alors maintenant, oui, on arrive à avoir des implémentations quasiment, enfin, des produits qui Ouais, implémentent c'est tout, vrai qui que si sont tu as déjà tout 50 de bout en questions, bout. si tu as 50 entrées dans le Et, cache, tu peux te payer 50 sinus. Mais et, 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 et juste pour revenir sur cette variabilité de la question, enfin, c'est un truc intéressant, mais c'est peut-être ce qui m'a le plus bluffé d'ailleurs quand j'ai vu les évolutions, les optimisations du RAG, c'est qu'en fait, il y a un truc tout bête, mais quand on pose une question, c'est sémantiquement pas forcément proche de la réponse qu'on attend. Mm. Parce que la manière dont on formule la question, ok, il y a peut-être quelques mots-clés, mais il va y avoir une formulation de la phrase, une formulation interrogative, des prépositions, enfin voilà. Donc une des optimisations qui était assez rigolote finalement, c'est de se dire qu'on allait générer une réponse bidon à la question, en se disant que cette réponse bidon, donc je dis bidon, hein, c'est le LLM sans la base de connaissances vectorisée, cette réponse bidon avait plus de chances d'être sémantiquement proche des chunks qui allaient apporter la réponse que la question d'origine. Et je trouve voilà, cette technique d'optimisation assez sympa parce on passe par une première génération qui nous permet d'améliorer à nouveau la recherche. Donc voilà, il y en a encore des quantités de pistes d'optimisation, mais voilà, les trois qu'on a cités là, donc vraiment sur le pré-processing du document, la recherche hybride et cette méthode qui s'appelle HIDE là, qui consiste à aller générer des réponses pour ouais, faciliter la donc en recherche. gros, C'est tu les poses la trois question, principales quelle est la forme de la Terre? protocoles. Le LLM, il génère rapidement un truc genre la Terre est plate, et puis après, tu te retrouves avec tous les documents, Voilà. tous les fake news sur la forme de la Terre. Formidable. ouais. Euh, on a un petit peu parlé de trucs un petit peu plus avancés, ce modulaire, les agentiques, les graphes. C'est là où sont les choses qui bougent ces derniers temps, là, Paul. Oui, en fait, là aujourd'hui, avec peut-être 2 ans de recul et pas mal d'éditeurs qui se sont lancés quand même aussi dans leurs solutions clés en main, hein, Hmm. enfin, je pense à Notebook LLM là par exemple, qui est hyper efficace et qui coûte 3 fois rien. Si vous avez peu de documents. Enfin, euh, en fait, aujourd'hui, il se pose toujours le fameux dilemme du est-ce que je construis ou est-ce que j'achète sur étagère. Si on construit aujourd'hui un moteur de RAG, on a intérêt à le prendre dans une approche modulaire où on va être vraiment en capacité d'isoler comme des microservices chaque partie, hein, vraiment le pré-processing, la vectorisation, etc. Parce qu'on va venir jouer sur tous ces curseurs et chercher les optimisations. Et là, on a un beau plan de test devant nous, mais en tout cas, on a la main sur absolument tout ce qu'on souhaite bouger. Et ça, si on a le temps, si on a les moyens de le faire, c'est peut-être aujourd'hui quand même toujours la meilleure méthode.
ou sinon on va aller acheter quelque chose qui fait à peu près tout et qui implémente tout ce qu'on a cité comme fonctionnalité et qui l'implémente dans un produit. Voilà. Donc on est un peu Moi, sur je ces suis approches-là très aujourd'hui. agréablement surpris de ce qu'on peut voir, notamment par exemple avec Langchain, sur la capacité à démarrer, à crash tester un truc sur 2 heures, entre guillemets. J'exagère un petit peu, hein, mais sur une après-midi. Et après, à pouvoir justement substituer les briques standards qu'il y a dedans par d'autres choses pour pouvoir ensuite faire évoluer le produit et justement plugger. Je vais changer la manière de laquelle je fais mes chunks, la manière de laquelle j'analyse, je fais l'embedding de ma question, enfin tout ce genre de choses-là, de pouvoir les changer dans le futur. C'est quand même hyper puissant aujourd'hui, hein, la manière de laquelle tout ça peut être fait. Et on n'en est pas à parler encore de ce qui est là. Le New Kids on the Block, qui est Agentic AI, qui a évidemment sa déclinaison Agentic RAG, qui là, enfin voilà, où on ferait collaborer plein de petits moteurs différents pour pouvoir faire le bon retrieval en fonction du sous-contexte qui lui passe devant, quoi. Et avec des notions aussi de se dire si le premier retrieval n'a pas trop marché, qu'est-ce qu'on change un petit peu pour améliorer la chose et de laisser plus d'autonomie au développement agentique pour faire ça avec toutes les pincettes que ça va nécessiter en termes d'observabilité, d'encadrement des coûts, d'éviter qu'il y ait une boucle infinie de Ouais. LLM qui discutent entre eux et qui fassent des retrievals. À opérer, ça va être un Mais truc bon, voilà, marrant, hein, quand même. c'est aussi des pistes d'amélioration. On s'accorde pas tous sur grand chose là-dessus, mais ce qu'il y a de très certain, c'est qu'on s'accorde qu'on va avoir des bonnes parties de plaisir quand même. Les vendeurs de pelles de cette époque-là seront peut-être justement ceux qui vendront Ouais, des outils on est bien d'observabilité d'accord. bien On est précis. bien d'accord. Et- Si en 2025, il y avait des trucs à suivre pour toi, ton avis là-dessus, c'est quoi? C'est justement ces Agentic RAG et la partie aussi graph qui sont des choses qui peuvent éclore et qui peuvent amener vraiment des choses intéressantes? Ah ouais, alors le graph rack, ça fait longtemps qu'on en parle, hein, c'est un peu trompeur, hein, dans l'approche parce qu'on aurait tendance à se dire que c'est une base graph dans laquelle on utilise la base graph pour aller optimiser la recherche. En fait, non, aujourd'hui, non. C'est plutôt d'analyser les documents, de les interpréter sous forme de graphes, donc entité-relation, et de s'appuyer après sur ces recherches-là pour aller faire le retrieval ou d'avoir dans la stratégie de re-ranking que j'évoquais tout à l'heure, d'aller par exemple prendre les poids des nœuds dans le graphe, enfin, ou je sais pas le nombre si c'est un graphe de réseau social, d'aller prendre le nombre d'abonnés que vous avez sur une page et ça va venir pondérer le re-ranking dans un retrieval. Voilà, donc je sais pas, parce que les bases graphes, à chaque fois, j'ai C'est l'impression un que peu c'est un le sujet serpent de mer, ces on se dit histoires de il base y a un graph quand potentiel même. fou On a l'impression à chaque sujet qu'on a croisé ça sur la aboutit pas vraiment. décennie qui vient de s'écouler que la base graph allait être la solution universelle qui allait tracher tout le reste. Et Mm. finalement, pas tant que ça. Ah non, à chaque fois, on refait plus Non, je simple, pense. quitte à modéliser en graphe, parce qu'en fait, les bases graphes, elles te permettent des tas de fonctionnalités de parcours que tu n'utilises jamais, ou très très rarement plutôt. Mm. Et en général, tu cherches le nœud d'après, et le nœud d'après, une base de données relationnelle, par exemple, bah, ça suffit. Mm. Euh, Oui, voilà. Ouais, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Donc je pense que le sujet de 2025, c'est faites des rags, mais faites-les bien, faites-les, évaluez-les et passez-les en prod. Et on Ouais, prendra la nouvelle vague de nouveautés un petit peu après, mais qui sera peut-être justement les modèles conceptuels qui sont plus en capacité de travailler sur les concepts plutôt génial. que sur les recherches J'ai une sémantiques. petite question. À un moment donné, on avait dit que les RAG permettraient d'utiliser des LLM qui seraient moins puissants. Enfin, il y avait un peu cette promesse de dire, alors si tu fais bien ton RAG, tu peux utiliser finalement des LLM moins puissants, et donc elle se confirme cette observation, ou c'est pour l'instant toujours la course à je prends toujours le LLM le plus puissant et je fais mon RAG avec. Enfin, est-ce que tu as pu voir en disant, j'en sais rien, je démarre avec un certain niveau de LLM, finalement je redescends d'une case et j'ai une pertinence qui est similaire ou qui est suffisamment bonne pour dire je prends finalement le LLM le moins performant des deux.
Oui, c'est la stratégie qu'on a dans l'évaluation et l'optimisation. On commence par un LLM puissant pour s'assurer d'une qualité de réponse, et assez vite, on essaie de descendre, concrètement de descendre le coût derrière, en prenant des modèles. Et ça veut dire que ton barycentre, ton point, entre guillemets, central de ton truc, va plus se centrer sur les documents que t'as du retrieval que sur la connaissance intrinsèque du LLM, finalement, quand tu descends. Parce que quand tu descends un petit peu en gamme en termes de LLM. Finalement, tu vas renforcer la, la prépondérance que vont prendre les documents que tu as dans ton corpus que tu as constitué, plus que ce que le LLM arrive avec en termes de connaissances. Sur cette partie-là, je pense qu'aujourd'hui, on essaie encore de l'encadrer vraiment avec le prompt qu'on va donner. On va lui dire vraiment, voilà, n'utilise que les sources, ne te base pas sur tes connaissances. Voilà, c'est très, très, très expérimental encore, et puis ça se code pas, ça s'écrit en langage naturel aussi, donc ça peut parfois être un peu surprenant, mais Et c'est vrai ce qui que marche si à on y peu près réfléchit, aujourd'hui. pour un RAG, ce qu'on voudrait, c'est avoir un LLM qui soit capable de s'exprimer, de comprendre le langage, mais qui ait aucune connaissance. Puisque si tu veux que la connaissance ne sorte que du Mais corpus on est bien d'accord. qui lui est fourni. Et donc un petit modèle, effectivement, ça peut être bien mal. Moi, j'ai assisté à un meet-up, alors c'était Siam qui le faisait, où ils ont présenté un RAG agentique, typiquement, et effectivement, ils choisissaient, en fonction des agents, ils n'utilisaient pas forcément le même LLM. Notamment, je crois que c'était pour la coordination, il avait plutôt tendance à prendre un gros LLM. Et pour la partie RAG et les parties autres, il utilisait des petits, et puis surtout, il utilisait les forces de chacun en fonction de la fonction qu'il leur confiait. Et le but étant aussi d'économiser, puisque certains, sur pas mal de tableaux. Donc c'était assez intéressant à voir la mise en œuvre qui était faite comme ça. Excellent. Eh bien, Paul, merci beaucoup pour ce dossier que tu nous as préparé. C'était bien sympa de débattre sur ces sujets et de passer en revue tout ça. Eh bien, on se retrouvera, je pense, très bientôt sur un autre débat comme ça pour réapprofondir sur un sujet, puisque c'est un peu la chose qu'on a envie de faire, nous, au Big Data Hebdo, c'est revenir vers vous avec des sujets un petit peu où on passe un épisode complet, où on creuse sur un sujet. Et j'espère que ça vous a plu, que vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode qu'on en a eu à le préparer et à l'enregistrer. Et puis, on vous retrouve très bientôt. À bientôt. Bientôt. Au revoir. Salut.